3, 2, 1. Here we go! Bonjour et merci d'être avec nous. Bienvenue sur ce salon Cyclo Grand Est. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette 4e édition dans ce bel écrin tout neuf. Ce rendez-vous de la filière de l'eau est, comme vous le savez, ponctué de plusieurs conférences dont je vais vous détailler le programme dans quelques instants. Mais avant de commencer, je vais donner la parole à Jean-Claude Lasserre, président de l'association Cyclo, pour un mot d'accueil et d'introduction. Merci Jean-Claude. Petit micro. Merci Pauline. Bonjour à tous. Écoutez, on est toujours très fiers et très contents de venir dans votre belle région, parce que c'est toujours un plaisir, nous qui venons de l'autre côté, du sud-ouest, et que de monter dans le Grand Est, pour nous, c'est toujours quelque chose d'important. Donc, je voulais remercier nos 3 principaux partenaires qui nous aident beaucoup à co-construire cet événement sur l'eau. C'est évidemment la région Grand Est, l'Eurométropole de Strasbourg et bien sûr l'agence de l'eau Rameuse qui, tous les 3, nous suivent depuis 2018. Donc pour nous, c'est important également, surtout sur cette ressource dont maintenant tout le monde parle. Donc on espère qu'à travers les conférences, à travers le mini-salon que nous avons dans ce lieu tout neuf, encore un petit peu en travaux, mais tout neuf, pourra répondre à toutes les attentes et puis à essayer d'apporter le petit plus sur tout ce qu'on entend à l'heure actuelle partout, sur tous les médias, sur tout le monde a quelque chose à dire. Nous, on va essayer de vraiment synthétiser sur la région, sur les enjeux de la région, parce qu'ils sont différents du sud-ouest, de Artois-Picardie, du sud-est. Donc nous, ce qui nous intéresse chez Cyclo, c'est véritablement pouvoir parler de la problématique régionale de l'eau et de tous ses aspects. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne conférence. Merci Pauline. Un très beau salon. Et puis, écoutez, je pense qu'il y a pas mal d'embouteillages à cause des travaux, donc ça va venir. N'ayez crainte, mais voilà, très bon salon, très belle conférence. Merci à tous. Petit mot peut-être sur CEDEC, le rendez-vous ? Alors oui, aujourd'hui on a essayé d'innover un peu. On s'est aperçu en tout cas que l'eau devenait de plus en plus prégnant dans l'économie circulaire. Avec la signature au mois de novembre dernier, je crois, au Salon des maires, de partenariat ADEME et toutes les agences de l'eau. Je crois qu'il y a eu un très bel échange, en tout cas une convention. Donc on va essayer d'amener cette partie économie circulaire de l'eau qui me paraît une des grosses pistes de développement à l'avenir. Et puis également y associer donc, tout ce qui est déchets, parce que également en termes d'économie, en termes de visibilité par rapport aux enjeux qui nous attendent en 2030, voire 2050, voilà, c'est très important. Donc le CEDEC, c'est une petite première, à travers 3 conférences, je crois, et qui vont essayer de lier donc cette partie eau, économie circulaire et déchets qui est pour nous très importante. Donc très beau salon. Merci beaucoup Pauline. Merci Jean-Claude. Et on sait que les 2 thématiques sont liées, à quel point l'eau peut la plupart du temps être le réceptacle d'énormément de déchets. Donc merci pour cette introduction Jean-Claude. En effet, bon salon à tous les exposants et les visiteurs. N'hésitez pas, si vous m'entendez, à nous rendre visite du côté de l'espace conférence. Alors le programme, rapidement, le voici. Dans quelques minutes, nous parlerons des rejets toxiques émanant des entreprises et qui vont eux aussi, jusque dans nos eaux, et comment agir face à cela, notamment via
via des opérations collectives. Nos intervenants sont là. Puis à 11 heures, nous débattrons d'une étude sur la vulnérabilité de la région Grand Est face au changement climatique. Cet après-midi, nous basculerons donc sur la thématique CEDEC dont parlait Jean-Claude, le rendez-vous régional des collectivités et des entreprises du déchet et de l'économie circulaire. Pour parler des nouvelles REP, la REP, c'est la responsabilité élargie du producteur, notamment celle dans la filière du bâtiment qui a énormément de déchets. On en parlera cet après-midi. Et enfin, rendez-vous en fin de journée pour la conférence plénière avec des élus autour du sujet de l'eau et de l'énergie et des dispositifs pour réduire la facture. Et on sait tous qu'elle a été très élevée cette année. Pour demain, rapidement, au menu réemploi et économie sociale et solidaire dans le cadre de CEDEC. Et gestion intégrée des eaux pluviales en milieu rural et urbain côté cyclo. Et enfin, pour clôturer, un dernier sujet sur les nouvelles mobilités et les nouvelles énergies et la gestion des déchets liés à toutes ces évolutions et nouveaux modes de vie. Vaste programme. Donc, pour commencer cette première conférence, pilotée par Eurométropole Strasbourg, nous allons nous pencher sur la pollution toxique de l'eau, comme je vous le disais, qui est une problématique majeure pour la ressource. On parle souvent de problématiques quantitatives, mais la problématique qualitative est tout aussi importante et majeure. Parmi les sources de ces pollutions, il y a beaucoup de facteurs, notamment les entreprises industrielles et artisanales, c'est ce dont nous allons parler. Leurs rejets dans le cadre de leurs activités peuvent présenter un risque pour le bon fonctionnement des systèmes d'assainissement, mais surtout et en premier lieu pour les sols et les milieux aquatiques récepteurs. C'est un sujet qui mobilise les collectivités, mais aussi les professionnels qui aimeraient bien pouvoir changer leurs pratiques quand elles ne sont pas adaptées aux exigences environnementales. On va voir comment les institutions que vous représentez peuvent les aider et les accompagner dans ce sens, notamment via les opérations collectives pour mettre en place des pratiques moins productrices de rejet. J'arrête de parler, c'est à vous. Sandrine Arbillot, je vous invite à nous rejoindre. Vous êtes chargée d'intervention, je vous en prie, venez nous rejoindre sur scène, et coordinatrice des aides aux activités économiques et artisanales à l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. Merci d'être avec nous. Installez-vous. Bonjour. Bienvenue. Maxime Pommiès, vous êtes ingénieur innovation à l'Eurométropole de Strasbourg. Merci également. Je vous laisse vous installer comme vous voulez. On est presque en parité. On va peut-être varier. Lucille Gail-Hutschka, chargée de développement économique, développement durable à la Chambre de métiers d'Alsace. Merci également. Emmanuel Lambollet, vous êtes chargé de mission captage à l'Eurométropole de Strasbourg. Et tout à l'heure, un petit peu plus tard, nous aurons également Isabelle Carrère. Je garde cette place. Voilà, merci. Je ne vous vire pas encore, mais je garde cette place. Et Isabelle Carrère, cofondatrice de la Cuisine de Demain, entrepreneuse concernée, engagée sur le sujet, mais on la verra un petit peu plus tard parce que c'est justement la personne qui assure la restauration sur ce salon. Donc, entre deux préparations, elle viendra nous parler de ses engagements et de ses éco-défis dont on parlera tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Avant de commencer, je signale que nous aurons un temps dédié pour les questions à la fin de cette conférence. Donc, n'hésitez pas à noter vos observations, vos questions, gardez-les précieusement et nous tâcherons d'y répondre tous ensemble à la fin. Je m'arrête. Sandrine Arbillot, je me tourne vers vous pour commencer. Alors, pour poser le sujet, quand on parle de rejet polluant, déjà, ça serait peut-être bien de qualifier et de savoir de quoi on parle, et puis aussi peut-être le cadre réglementaire qui encadre déjà un peu tous ces rejets. Dites-nous. Alors, je ne sais pas si ça passe bien. Alors oui, petit bouton vert pour passer à la slide suivante, et rouge si vous avez besoin de revenir en arrière. Voilà, donc on va rentrer dans le cœur du sujet. On est aujourd'hui réunis pour parler des opérations collectives qui sont promues par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse en fait. Mais avant de rentrer dans le détail de ces opérations collectives, je voulais revenir sur le pourquoi et en fait un petit peu l'état des lieux, les enjeux, en fait, les problématiques qui sont posées par les micropolluants. Donc les micropolluants en fait sont de diverses natures. Ils peuvent être aussi bien d'origine naturelle que d'origine synthétique. On en trouve une énorme diversité. On a près de 110 000 substances qui sont recensées en fait au niveau de l'Union européenne. Et en fait, ils vont causer diverses problématiques lorsqu'ils atteignent le milieu naturel, parce qu'ils vont être bioaccumulables, ils vont être toxiques ou avoir des effets néfastes en fait sur l'environnement, y compris
compris à des concentrations qui sont très très faibles en fait, dès le nanogramme, le microgramme, milligramme selon les types de substances qu'on retrouve dans le milieu. Et il va parfois être très compliqué en fait de les traiter, d'où l'intérêt d'agir à la source en fait, pour ne pas avoir de coûts de traitement in fine. Bien sûr. Et même lorsque on va les traiter, parfois les résidus de dégradation de ces micropolluants posent eux-mêmes de nouveaux problèmes en fait dans l'environnement. Donc tout ceci est en fait encadré au niveau réglementaire, au niveau européen, donc principalement par la directive cadre sur l'eau, en fait, qui va avoir deux principaux objectifs. Le premier va être en fait l'atteinte du bon état des cours d'eau à l'horizon 2027, et le second, la réduction des émissions de certaines substances en fait à l'échelle européenne. Donc on a pour l'état des cours d'eau, deux listes de substances. L'état chimique, en fait, où les substances sont déterminées et imposées par l'Union européenne, et l'état écologique, où des listes de substances sont, j'allais dire, validées à l'échelle de chaque bassin versant. Donc, pour le bassin Rhin-Meuse, on a, à titre d'exemple, on a environ 69 substances ou familles de substances sur lesquelles il y a des objectifs de réduction, voire de suppression des émissions vers les milieux. On a également donc, au niveau national 2 plans qu'on peut citer, donc c'est le plan micropolluant ainsi que le récent plan d'action contre les PFAS en fait, pour mieux protéger la santé des Français et de l'environnement. En tout cas, le plan micropolluant a été en particulier décliné au travers d'une action de recherche des substances dangereuses pour l'eau qui s'impose aujourd'hui à tous les systèmes d'assainissement de plus de 10 000 équivalents habitants. Et les collectivités gestionnaires de ces ouvrages épuratoires ont l'obligation d'aller analyser à l'amont et à l'aval des rejets de ces stations d'épuration les micropolluants qui sont présents. Et s'ils sont présents de façon significative, il y a nécessité d'aller mettre en place un diagnostic à l'amont pour essayer de trouver les sources d'émissions de ces substances et mettre en place des actions pour les réduire. Et l'opération collective dont on parle aujourd'hui peut être une action de ce plan d'action. Alors, si on fait un petit zoom sur le bassin Rhin-Meuse, je vous parlais d'état écologique et d'état chimique, on voit aujourd'hui qu'il y a seulement 33% des cours d'eau du bassin Rhin-Meuse qui sont en bon état écologique. Et voilà, la carte d'état chimique est effectivement encore plus rouge, si vous le voyez sur la droite. Il faut savoir qu'il suffit d'un micropolluant qui n'est pas bon à l'échelle d'un cours d'eau pour que le cours d'eau soit considéré comme étant en mauvais état, ou en tout cas en mauvais état chimique ou écologique. Donc logiquement, c'est assez vite rouge. Voilà, logiquement, c'est assez vite rouge, mais c'est aussi pour ça qu'il faut agir et agir massivement, en fait, pour éviter que ces polluants soient rejetés, émis dans la nature et essayer de les capter dès qu'ils sont produits ou de ne pas les utiliser. Est-ce que c'est une norme, entre guillemets, française, ou est-ce que tous les bassins sont dans le même état à peu près? On est dans la norme? Oui, ou pas? alors on est à peu près dans la norme. Certains sont un petit peu en dessous. Voilà, ça va effectivement dépendre en fait des activités anthropiques, finalement. Du contexte. Du contexte. Et on le voit justement sur cette diapositive. Les sources d'émissions, en fait, elles sont multiples. On parle aujourd'hui des rejets des entreprises raccordés au système d'assainissement, mais finalement, il y a des voies d'apport de micropolluants qui sont vraiment multiples, que ce soit l'agriculture, tout à chacun, les particuliers. Et ça va se retrouver justement dans la station d'épuration, là, dans ces rejets de stations et de déversoirs d'orage. Et on est là justement pour proposer des solutions pour agir à la source. On voit ici sur la petite cartographie à droite que les pressions toxiques sont diverses, justement en fonction des activités anthropiques. Parfois, on a plutôt une dominante agricole, plutôt une dominante urbaine dans laquelle on va retrouver les effluents des entreprises raccordées, voire industrielles. Ça va vraiment dépendre en fait des activités sur chaque bassin versant. N'hésitez pas, pardon, je vous coupe. Public, à vous rapprocher. Si vous ne pouvez pas lire peut-être les légendes de certaines présentations, n'hésitez pas. Merci. Pardon, je vous ai coupé. Alors, dans ce contexte, que fait l'Agence de l'eau Rhin-Meuse? Donc, on a un outil qu'on met à disposition des usagers de l'eau, qui est notre 11e programme d'intervention, donc, qui couvre la période 2019-2024, dans lequel on a 4 objectifs stratégiques, dont l'un porte justement sur la lutte contre les pollutions toxiques au service en fait, de la santé publique, qui se décline en 2 volets.
Le premier avec un objectif de protection de l'alimentation en eau potable et le second dont on va un petit peu plus détailler un volet d'action, les opérations collectives pour réduire justement les pollutions toxiques à la source. Alors tout cela dans un contexte justement du plan eau. Vous le disiez en introduction, on parle beaucoup de sécheresse en ce moment. C'est vrai que quand on va agir, par exemple, pour faire des économies d'eau, on peut agir en même temps pour réduire les émissions de substances, soit parce qu'on va utiliser moins d'eau dans son process, donc rejeter moins d'eau, émettre moins d'eau vers les réseaux, vers les milieux, soit parce qu'on va potentiellement concentrer les micropolluants et ça peut être plus facile de les traiter dans certains cas. Et la question quantitative a des effets aussi sur la question qualitative, puisque le fait qu'il y ait moins peut-être d'eau dans certains cours d'eau va impacter la concentration en micropolluants, j'imagine. Oui, alors bon, après c'est vrai qu'on n'est pas là pour parler de réutilisation des eaux, mais bon, faut quand même toujours se poser la question des cas de figure où il est pertinent de les réutiliser, parce que dans certains cas, les cours d'eau ont des étiages qui sont très faibles, et le fait d'enlever un rejet d'ouvrage épuratoire, ça peut avoir finalement des conséquences plus négatives que positives dans certains cas de figure, effectivement. Ce sont des questions à se poser, évidemment. Oui. Une opération collective, c'est ce qu'on disait, c'est le cadre dans lequel vous voulez intervenir, vous pouvez intervenir, un levier d'action. Voilà, donc c'est un levier d'action que l'Agence de l'eau Rhin-Meuse propose en fait aux collectivités, donc avec un accompagnement technique et financier, bien évidemment, on y reviendra en fin de présentation. L'idée, en fait, c'est que devant la multiplicité des entreprises, on va avoir vraiment une diversité de rejets possibles. Plusieurs produits, plusieurs process de fabrication, des tailles d'entreprises qui sont différentes. Et notamment pour les entreprises les plus petites, les entreprises artisanales, par exemple, on peut avoir des difficultés, en fait, quand on est gestionnaire de réseau, à sensibiliser, en fait, ce type de public. Parfois, c'est simplement une question de pratique. Il n'y a pas forcément besoin de mettre en place des pré-traitements onéreux. C'est de savoir quelle est la bonne pratique, en fait, pour ne pas polluer. Et donc, on propose deux types d'opérations collectives. Les opérations de type territorial, c'est-à-dire qu'elles sont mises en œuvre à une échelle géographique limitée, en général au sein du système d'assainissement, ou éventuellement sectorielle, donc une approche métier, les garagistes, les peintres, ça pourrait être les coiffeurs par exemple. Et l'idée, c'est effectivement d'atteindre des objectifs de réduction des pollutions, d'émissions des pollutions via les rejets. Également aussi de s'intéresser à tout ce qui va être la prévention de pollution lorsqu'il y a des déchets dangereux pour l'eau. Parce que lorsqu'il va pleuvoir sur des déchets dangereux, quand ils sont mal stockés, ça peut avoir des impacts, s'infiltrer dans le sol, rejoindre un avaloir et avoir des effets néfastes du coup sur le système d'assainissement et les milieux. Et donc tout ça dans un objectif global de préservation de la biodiversité. Bien sûr. Alors, il y a quand même un intérêt pour la collectivité, effectivement, de monter une opération collective et pour les entreprises aussi qui vont être concernées. L'idée, c'est, pour le service notamment de police des réseaux, d'avoir un coup de poing, un coup de pouce, de monter une opération coup de poing en fait, sur une durée, en tout cas limitée au départ et qui va se pérenniser par la suite, pour impulser des changements de pratiques, de vraiment penser le système. On a des rejets industriels, d'entreprises, artisanaux. On a notre système d'assainissement qui doit correctement fonctionner, dont la collectivité est responsable, et le milieu derrière qu'il faut protéger, d'avoir cette triple entrée en tête et d'emmener avec pédagogie les entreprises en fait, à réfléchir à leurs pratiques, à leurs émissions et à les conduire vers des pratiques plus vertueuses. On aura également aussi la possibilité, en tout cas c'est ce qu'on encourage, de valoriser derrière les actions les plus exemplaires. On aura d'ailleurs quelques exemples au travers des éco-défis, l'exemple concret d'éco-défis qui est un volet haut qu'on peut valoriser, qui est intéressant aussi. Une lauréate, tout à fait. Voilà. Alors, quelles étapes pour monter une opération collective ? Alors, la phase la plus importante, ça va être la phase préalable. Ça va être celle où on va bien déterminer qui va être le porteur du projet. C'est très important. Il faut qu'il y ait un portage politique aussi. Souvent derrière, c'est important en fait que sur une collectivité, tout le monde soit partant lorsqu'il s'agit d'une opération territoriale. Et il faut savoir s'entourer d'un comité de pilotage qui soit pertinent. C'est-à-dire travailler avec des partenaires extérieurs. Donc, bien évidemment, l'Agence de l'eau qui peut vous accompagner techniquement et financièrement.
mais également, par exemple, avec les chambres consulaires, des corporations, fédérations d'entreprises. Les organismes professionnels. Des organismes professionnels, agences de développement économique. Mais aussi, également, c'est l'occasion, en fait, de travailler ou de retravailler de façon très transverse en interne des services d'une collectivité, avec le service, justement, de développement économique, avec le service urbanisme aussi, c'est important. Ça permet par exemple de détecter les nouvelles entreprises qui vont s'implanter et dès le départ, dès l'implantation, faire en sorte que tout se passe au mieux et de façon la plus vertueuse. Faire un état des lieux aussi sur son réseau, les émissions, les entreprises qu'on trouve dans son tissu économique local. C'est le moment aussi de remettre à plat son règlement d'assainissement ou de commencer à le faire. Voilà. Est-ce que mes procédures pour autoriser les rejets lorsque c'est nécessaire sont bien en place? Est-ce qu'on souhaite aller vers des conventions de déversement avec les volets techniques et économiques qui vont bien? Est-ce qu'on a d'ores et déjà en fait une idée des pratiques des entreprises? Voilà, on démarre en fait les premières visites d'entreprise pour faire cet état des lieux qui va permettre en fait de hiérarchiser, prioriser les actions à mener. Donc une fois que cette phase préalable est réalisée, donc elle peut durer quand même effectivement un petit temps. Hein. Je dis de 12 à 18 mois, on va dire 6 mois si vraiment si tout le il y a monde déjà est rapide, voilà, si tous les services collaborent. C'est-à-dire qu'on a déjà une équipe prête à intervenir. On va rentrer dans la phase de déploiement qui en général est accompagnée par l'Agence de l'eau sur une durée de 3 ans. Donc avec une animation spécifique dédiée qui est vraiment voilà, au service des entreprises pour expliquer, accompagner les éventuels dossiers de subvention, les travaux qui sont à mettre en œuvre, et puis toute la partie administrative hein, que ça représente derrière. Ça signifie aussi une phase de communication pour bien expliquer qu'on ne va pas voir juste un artisan peintre, on va voir tous les artisans peintres. Oui. C'est aussi important en fait, de montrer qu'on est dans une action qui est justement collective, qu'on va agir tous ensemble. Et positive, pas que contraignante. Exactement. Ouais. Et c'est aussi l'occasion de faire comprendre que si on agit à la source, c'est aussi pour éviter des coûts collectifs de traitement derrière. Et ça, c'est quand même, en tout cas, important que les entreprises qui sont concernées le sachent, quoi. Et ensuite, la phase de pérennisation, donc, qui est importante aussi. Il ne faut pas négliger d'anticiper cette phase. Parce que voilà, les aides financières de l'Agence de l'eau sur l'animation, en tout cas, ne sont pas éternelles. Et donc, il faut réfléchir à son prix de l'eau, à la façon dont on va maintenir l'activité du service. Parce qu'effectivement, des ETP de l'animation, ça a un certain coût. Et c'est important de l'anticiper. C'est-à-dire qu'il vaut mieux peut-être s'inscrire dans une opération collective plutôt qu'après attendre d'y être contraint en fait exactement par la loi. C'est-à-dire que les opérations collectives, en fait, on les propose aux collectivités déjà depuis longtemps, au moins le 9e programme si ce n'est avant. Et avant, c'était vraiment quelque chose de complètement incitatif. Mais aujourd'hui, avec la réglementation sur les substances dangereuses pour l'eau et les plans d'action, enfin le diagnostic et les plans d'action qui sont devenus obligatoires, une opération collective accompagnée par l'Agence de l'eau, finalement, ce n'est, j'ai envie de dire, que du bonus, que de la plus-value pour justement démarrer sereinement en fait sa transition. Exactement. Alors, quel accompagnement on peut proposer l'Agence de l'eau Rhin-Meuse? Donc, pour la phase préalable, donc, on accompagne les collectivités à hauteur de 70% en fait, hein, du coût de ces études préalables. On accompagne aussi ces fameux diagnostics amont dont on a parlé à hauteur de 50%, voire 70% si vous intégrez directement en fait, l'étude préalable à une opération collective. Et après, en phase de déploiement, on va pouvoir accompagner l'animation territoriale à hauteur de 50, voire aller jusqu'à 80% en fonction de l'ambition du projet, ce qui est quand même très intéressant pour renforcer son équipe. On accompagne les collectivités, mais on accompagne bien évidemment aussi les entreprises. Donc, les entreprises sont d'une façon générale accompagnées par l'Agence de l'eau. Mais il y a effectivement un bonus, des modalités d'aide en fait, qui sont assouplies et qui permettent en fait, d'accéder aux agences de l'eau sans
enfin en tout cas pour les entreprises, sans être soumises au seuil d'investissement d'un minimum de 10 000 € de travaux. Donc, notamment pour des artisans peintres où il y a parfois où le coût est à peu près de 4 000 €, entre 2 et 4 000 € d'investissement pour une machine, par exemple, de nettoyage des rouleaux de peinture. Du coup, ça permet de les rendre éligibles à un accompagnement financier. Et on peut aussi aller sur un accompagnement financier de projets, entre guillemets, dits non prioritaires, qui vont être plutôt à vocation de réduire la pollution dite classique, voilà, la pollution carbonée organique, quand il y a un enjeu local. Et donc, les taux d'aide pour les entreprises, donc, on peut les accompagner donc, aussi bien pour les études, donc entre 50 voire aller jusqu'à 70% pour les entreprises les plus petites. Et on accompagne également les investissements, donc tout type de travaux. Donc notre taux de référence est de 40 voire 60% pour les entreprises les plus petites. Donc qu'on soit d'ailleurs en opération collective ou pas, parce qu'on peut avoir des aides isolées, des appels à manifestation d'intérêt ou appels à projets selon notre actualité. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, le seuil de 10 000 € de travaux minimum s'impose. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Sandrine Arbillot, pour ce cadre très utile à la poursuite des échanges. Maintenant, on va rentrer peut-être dans des exemples concrets d'opérations collectives qui ont été lancées. Avec vous, notamment, Maxime Pommiès, vous travaillez sur ce sujet des rejets polluants. Avant qu'on parle de l'opération collective, est-ce que vous pouvez nous parler d'une étude que vous avez menée et qui a permis de poser le sujet et de lancer par la suite l'opération collective au niveau de l'EMS ? Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'introduction et la première présentation de Sandrine. Alors, l'opération collective, donc, on en aura deux qui seront présentées sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. Et la première, elle s'intéresse donc à accompagner les artisans de notre territoire pour lutter contre leur rejet de pollution toxique. Alors, comme vous l'avez dit, on part d'un élément de contexte qui a été un premier projet de diagnostic à l'échelle du territoire de l'Eurométropole sur les émissions de micropolluants dans le réseau d'assainissement, le projet Lumiostra, qui s'est déroulé de 2015 à 2020, et qui visait à mieux appréhender la problématique et les émissions de tous les émetteurs sur le territoire. Donc les industriels, donc plutôt les grosses entreprises, les plus petites entreprises, notamment les artisans, les particuliers, donc nous-mêmes en tant que domestiques, et les émissions qui en fait sont loin d'être négligeables dans tous les produits qu'on utilise au quotidien. Nous sommes tous émetteurs. Tout à fait, voilà, sans forcément le savoir, sans le savoir plutôt. Et aussi avec le ruissellement des eaux pluviales sur les différentes surfaces urbaines, que ce soit les toitures, les voiries, qui charrient aussi un certain nombre de substances. L'idée dans ce projet, ça a été vraiment de s'acculturer, d'accumuler des données, de mesures sur ces différents types d'émissions et de tester des solutions de réduction. Avec des partenaires qui représentent ces différents types d'émissions. Le bilan sur le volet artisan, qui a donc conduit après à l'opération collective dont je vais parler après, rapidement, c'est que c'est aussi un retour d'expérience assez nouveau. Alors déjà pour notre collectivité, on a un suivi et des échanges très nombreux avec les plus gros industriels du territoire, puisqu'ils ont vraiment des flux d'émissions qui sont suivis depuis assez longtemps et on leur demande pas mal de choses et d'actions à mettre en place. Mais sur les artisans, on avait un peu des œillères. Et là, on s'est intéressé à des métiers qui ont déjà été cités tout à l'heure parce qu'ils utilisent des produits chimiques, les peintres, les menuisiers, les garagistes, les coiffeurs. Et on a pu mesurer un certain nombre, une certaine quantité de micropolluants dans leur rejet. Alors, à l'échelle d'une entreprise, c'est peut-être pas des flux très importants. Par contre, à l'échelle d'une agglomération, ce qui arrive à l'entrée de la station d'épuration, ça devient non négligeable. Tout l'intérêt d'aller vers ces entreprises pour les accompagner, enfin déjà les sensibiliser et les accompagner à mettre en place de meilleures pratiques. On a pu tester avec certains métiers des procédés de traitement donc, qu'ils pouvaient mettre en place avant de rejeter au réseau d'assainissement. Tester avec eux travailler toute une démarche de substitution de produits pour lever des produits essentiellement labellisés, plus naturels plutôt que des produits entre guillemets conventionnels. Ça peut se retrouver pour les particuliers aussi. Voilà, donc on a pu voir les avantages et les inconvénients de ces différents éléments. Et l'idée, c'est maintenant, dans une opération collective, de faire passer ce retour d'expérience et d'aller plus loin et de pérenniser un peu ces actions auprès des 4 métiers sur lesquels on a continué à travailler. Et dernier point qui est aussi important, c'est qu'on s'est aperçu dans ce projet que les organisations professionnelles et les chefs d'entreprise en fait, étaient vraiment de plus en plus à l'écoute de la thématique environnementale. Alors du fait de leur sensibilité qu'ils ont, mais aussi
du fait, alors ça dépend des métiers, de la demande de la clientèle. Bien sûr, Et donc c'est aussi un levier sur lequel on peut essayer de jouer. de jouer. L'opération collective, donc, qui a démarré après le projet Lumio, donc à partir de 2020-2021 et qui se poursuit actuellement aujourd'hui. L'idée, c'est d'aller, comme je l'ai dit, vers la diffusion des retours d'expérience, de pérenniser et de continuer à s'appuyer sur les parties prenantes et les différents acteurs qu'on a, nous, services eau et assainissement, un peu découvert, en tout cas, d'établir des liens pendant le projet Lumio, donc de pérenniser ce lien de confiance et de travail qui a pu être établi, que ce soit avec les organisations professionnelles, la Chambre des métiers notamment, et aussi d'aller vers les centres de formation, qui sont aussi un levier sur lequel on peut jouer. Et l'origine. Voilà. Et l'autre objectif, c'est d'aller vers le côté surtout, alors pas seulement diagnostic et qui peut être coercitif avec la casquette, on va dire, réglementaire, mais aussi sur l'aspect sensibilisation et valorisation des entreprises qui mettent en place de bonnes pratiques. Et le dernier point qu'on a essayé et qu'on essaye de mettre en place, qu'on met en place plutôt, c'est d'activer les leviers qui sont liés au porte-monnaie, on va dire, de la collectivité, donc travailler plus sur les achats durables, les clauses qu'on peut mettre dans les marchés publics pour inciter et vraiment pousser les entreprises qui répondent à nos marchés publics à mettre en place de meilleures pratiques. Oui. L'opération collective, elle a été, évidemment, vous le comprenez, construite, validée, soutenue par l'agence de l'O-Rhin-Meuse. Oui. On a justement un poste qui a pu être créé, car en partie subventionné par l'agence de l'eau pour l'animation, et donc la convention d'opération collective qui permet ces aides, on va dire, facilitées et bonifiées, comme l'a expliqué Sandrine tout à l'heure. Alors, juste un petit comment on dit, panorama. Voilà, panorama, merci, des différents acteurs qui sont concernés et qu'on a associés dans la démarche. Vous le voyez, ils sont nombreux et en fait c'est une des clés. Alors, oui. Ça peut complexifier la chose. Par contre, ça facilite grandement la mise en place d'actions, qu'elles soient techniques, de communication et de liens, puisque notamment les chambres consulaires, enfin la Chambre des métiers d'Alsace essentiellement, et les organisations professionnelles, ce sont vraiment la porte d'entrée incontournable vers les artisans. Donc on a identifié des organisations professionnelles qui sont soit des corporations, soit des syndicats professionnels sur les métiers de la peinture et du bois, donc globalement des métiers du bâtiment, sur l'automobile, sur la coiffure. Et après, on a évidemment deux grands partenaires, la Chambre des métiers d'Alsace et l'agence de l'O-Rhin-Meuse. Et ce que je voulais juste illustrer sur cette diapositive, c'est que en fait, tous ces partenaires n'ont pas forcément les mêmes moyens, les mêmes temps de disponibles, etc. etc. Donc, on a construit, et ça fait aussi partie de la phase préalable, et de construire cette relation, une méthode de travail avec chacun d'eux, pour savoir si on s'appuie plus sur leur levier en termes juste de communication, de faire passer les messages auprès des adhérents, etc., etc. Ou alors si on arrive à les associer pour faire des visites diagnostiques de terrain qui nécessitent un niveau d'engagement un peu plus fort. Et ça s'est construit vraiment petit à petit. Globalement, sans rentrer dans les détails du plan d'action, mais on a établi 4 grands axes. Alors le premier qui est sur l'axe, on va dire, classique des opérations collectives, sur l'aspect diagnostic des pratiques et régularisation des pratiques. Donc aller chez des professionnels, chez des entreprises, faire des visites diagnostiques, évaluer les pratiques professionnelles, faire des propositions, surtout quand il y a des éléments qui sont non conformes au point de vue réglementaire, que ce soit réglementation locale du règlement d'assainissement ou réglementaire autre. C'est un travail de fourmi, vous allez chez chaque peintre, chaque garagiste, chaque coiffeur, tout à fait. Recenser. Voilà, alors on va dire la difficulté, c'est quand on est sur une échelle territoriale de la taille de l'Eurométropole de Strasbourg, c'est plusieurs centaines d'entreprises dans chaque métier. Donc on est obligé quand même d'avoir une priorisation, d'aller vers tel ou tel type d'entreprise dans chaque métier, suivant aussi celles qui sont plus ou moins volontaires. Parce que l'idée, c'est aussi de ne pas forcément perdre son temps à essayer de solliciter une entreprise qui ne répond jamais, qui ne répond jamais, même si il y a des chances que ce soit des mauvais élèves, il ne faut pas les laisser de côté. Oui. Donc c'est tout un équilibre à trouver entre aller vers les bons élèves et encore améliorer leurs pratiques. Qui sont volontaires. Voilà, et aller vers les mauvais élèves pour utiliser un peu plus la casquette réglementaire et un peu plus coercitive. Voilà. Donc ça, c'est l'axe 1. Et après, les deux autres axes, c'est un peu plus original
du point de vue des opérations collectives qui sont montées, c'est aller davantage sur l'aspect incitatif et sensibilisation. Donc dans l'axe 2, on a on met en place des actions qui sont du coup diversifiées et qui permettent de toucher les professionnels avec différents angles d'attaque, je l'illustrerai juste après, pour sensibiliser les professionnels à la problématique de l'eau et du coup aux pratiques qu'ils peuvent mettre en place pour améliorer ça. L'idée aussi, c'est d'aller vers les particuliers en tant que clients de ces entreprises pour essayer de les inciter à aller, alors évidemment ils restent libres de ce qu'ils veulent faire, hein, mais d'aller vers des entreprises qui sont, qui ont des bénéfices environnementaux certains par rapport à d'autres. Et là, aussi dans la valorisation des bonnes pratiques, ça sera expliqué en détail tout à l'heure par Lucille et par Isabelle, le label Éco-Défi qu'on a monté sur le territoire. On va y revenir. Voilà. Le troisième axe qui est aussi assez intéressant, je trouve, c'est agir nous-mêmes en tant que collectivité sur nos leviers et nos services. Donc d'une part, aller vers nos différents services techniques qui utilisent des produits, ont aussi des pratiques qui ne sont pas forcément nickel. Justement, on va vers notre service maintenance bâtiment, vers notre service mécanique, etc. pour établir un diagnostic avec eux et mettre en place des bonnes actions. Et dernier point, intégrer des clauses environnementales dans la commande publique. Pour illustrer ces différentes actions, alors sur l'axe 1, on a mis en place et on essaye de faire passer, via les différents réseaux de la Chambre des métiers et puis des organisations professionnelles, des outils d'accompagnement. Alors il y a déjà évidemment tout un tas de ressources qui sont déjà très riches et très, très bien faites qu'on peut faire passer, notamment des webinaires. Bon, c'est devenu aussi à la mode depuis quelques années. Hein. Oui. Qui sont issus, faits par la Chambre des métiers, par le CNIDEP, qui est le pôle environnement de la Chambre des métiers Grand Est, pour dire de manière synthétique, et l'Agence de l'eau. Donc on a déjà de la ressource à faire passer aux différentes entreprises. Ensuite, et on s'appuie sur ça pour faire la pub de l'opération collective et pour servir de support aux visites diagnostiques qu'on réalise dans les entreprises, on a réalisé des fiches métiers. Donc là, ça reprend les 4 métiers que j'ai cités tout à l'heure, donc mécanique automobile, peinture, menuisier, bois et coiffeur. Donc qui reprend un peu tout le contexte réglementaire qui sont spécifiques à chacun d'eux, si un contexte spécifique, les bonnes actions à mettre en place, etc. etc. D'accord. Donc, à l'appui de ces fiches, on a été vers du démarchage d'entreprise. Alors, on y allait de manière progressive, évidemment, comme je l'ai dit, en priorisant d'abord certaines entreprises, plutôt les plus grosses, donc supérieures à 5 salariés, avant cette année d'aller vers l'ensemble des entreprises et de toucher le maximum d'entreprises. Donc, on y allait progressivement. Et là, sur les 4 métiers, vous voyez, ça représente plus de 1000 entreprises qu'il faut démarcher et essayer d'aller vers la phase diagnostique si on y arrive. Alors, on se heurte à quelques difficultés, évidemment. Le taux de réponse qui est très limité, malgré les relances. En termes d'outils, entre les courriers, les mailings et tout ça, on sait que ce n'est pas forcément facile à suivre de la part des entreprises. Ce n'est pas toujours le sujet prioritaire. Exactement, tout à fait. Donc, on essaye aussi, là, maintenant, de mettre en place plutôt un démarchage téléphonique plus ciblé. Et pour le métier des coiffeurs, qui est un peu particulier par rapport aux 3 autres métiers, d'aller vers du démarchage plutôt porte-à-porte. Au global, depuis le début de l'opération, on a établi une petite cinquantaine de visites diagnostiques, donc qui demandent d'aller vraiment sur le terrain, limite, ça doit prendre au moins une demi-journée, donc de vérifier avec eux le plan des réseaux d'assainissement, comment sont stockés et quels sont leurs produits, quels sont leurs produits utilisés, comment ils sont stockés. Idem pour les déchets, comment ils sont stockés, comment ils sont gérés. Comment sont gérées éventuellement les eaux ruisselées sur leur parking, quand on passe à des garages, etc., qui peuvent être pollués et donc polluants pour le réseau et pour les sols ou les milieux aquatiques derrière. Voilà, donc il y a tout un tas de réflexions et de préconisations à mettre en place pour suite à ces différents diagnostics. Voilà, on est, évidemment, vous vous en doutez, dans un contexte économique qui est assez difficile pour les petites entreprises. Et depuis ces 2 dernières années, on voit que des entreprises disent oui, on veut bien faire des choses, mais on est déjà pris à la gorge par le reste des autres factures en termes d'économie d'énergie. Et l'intérêt sur les sujets eau, il est encore limité. Alors ça va peut-être venir à force d'avoir des sécheresses et des restrictions. Oui, ça change, ça bouge un peu, on le sent. Voilà, mais le constat, il est là.
Sur l'axe 2, sur les outils, on va dire, de sensibilisation et d'incitation. Alors bon, il y a pas mal de choses sur la diapo, mais l'idée, on a essayé de mettre en place des choses un peu originales, des actions originales auprès des professionnels. Alors par exemple, pour les professionnels de la peinture, sur les chantiers, etc., un des outils qui peut être mis en place, c'est des machines de nettoyage déroulées des pinceaux. Parce qu'aujourd'hui, en général, c'est nettoyé à l'évier et donc ça part au lavabo, qui est le point d'eau qui est disponible, et ça part directement dans le réseau. Là, l'idée, c'est d'avoir des stations de nettoyage des outils, qui sont quand même assez simples à mettre en place, qui permet de récupérer les restes de peinture sur les outils d'application et d'avoir aussi des pinceaux propres, évidemment. Et là, pour un peu mettre le pied à l'étrier à certaines entreprises, nous, aux collectivités, on a acquis des machines et on les propose en prêt à des entreprises sur différents chantiers, etc., pour qu'elles les testent, qu'elles se fassent la main, qu'elles se fassent leur idée, et après, éventuellement... Et qu'elles voient que ça marche. Voilà, qu'elles voient que ça marche, et qu'elles en acquièrent de manière pérenne. Voilà. Ensuite, on a mis en place des ateliers de sensibilisation chez des fournisseurs. Donc là, ça s'est traduit notamment par des démonstrations de différentes stations de nettoyage de peinture. On a mis en place des interventions dans les centres de formation des entreprises, des apprentis, pardon. Oui. Donc, et sur la partie mécanique et sur la partie coiffure. Et là, on va continuer à aller vers d'autres centres de formation. On a mis en place de la sensibilisation, le travail sur la sensibilisation la bonne gestion des déchets chimiques. On a fait une enquête auprès des petites entreprises de l'Eurométropole pour savoir quels étaient leurs besoins en termes de gestion des déchets chimiques et surtout leurs connaissances. Et on s'est aperçu qu'il y avait un fort manque de connaissances entre les différents flux qui existent, les différentes réglementations, les différentes solutions de collecte ou de gestion qui existent. Par exemple, juste sur la connaissance des déchetteries professionnelles du territoire, c'est pas suffisant. Donc on va essayer d'aller vers une meilleure communication sur cela. Et l'autre action phare de l'opération collective, c'est le label Éco-Défi qui sera décrit juste après par Lucille. Et en parallèle, donc, comme je l'ai dit, on veut aussi mettre en place des actions, on a déjà commencé, auprès du grand public et notamment dans les magasins de bricolage. Donc on a fait un travail, des ateliers de sensibilisation auprès de responsables de rayons de bricolage pour qu'ils prennent conscience aussi de... quand ils conseillent tel ou tel produit, ça peut avoir tel ou tel impact sur l'eau derrière, parce qu'ils ne sont pas forcément formés à cela. Voilà, et d'autres actions qui ont été mises en place. Sur l'axe 3, l'éco-exemplarité de la collectivité, on a entamé toute cette démarche de diagnostic, de sensibilisation de différents services de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc jusqu'à présent, on a rencontré une dizaine de services qui sont très variés. Maintenance bâtiment, les musées qui font de la peinture, parcs véhicules et automobiles qui font de la mécanique, l'Opéra national du Rhin qui fait aussi de la peinture. Et l'idée, c'est vraiment de faire un diagnostic, de leur proposer des solutions et de les accompagner, puisque ça peut aussi rentrer, même si ce n'est pas des entreprises directement, dans les aides de l'agence de l'eau dans le cadre de l'opération collective. Et l'idée aussi, c'est d'aller au-delà de l'Eurométropole, donc de la communauté d'agglomération, de proposer une aide aux services techniques des communes, donc vraiment des communes qui sont sur le territoire de l'Eurométropole. On travaille aussi de manière beaucoup plus, on va dire, étroite avec notre direction architecture et patrimoine qui suit et met en place les travaux de construction ou de rénovation des bâtiments publics de l'Eurométropole. Et donc là, tous ces éléments sont intégrés ou vont être intégrés dans la charte des bonnes pratiques qui est un outil annexé dans les cahiers des charges techniques des marchés publics. Et on s'est aussi établi dans plusieurs démarches sur l'urbanisme durable qui sont présentes sur le territoire. Et dernier point, sur les achats durables, c'est aussi un outil très intéressant. Et d'ailleurs, les élus actuels de la collectivité, de l'Eurométropole, y tiennent vraiment. Donc, a été voté un SPASER, donc, ce qui est un outil réglementaire pour les gros acheteurs publics, qui est le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, qui a été délibéré en 2021. Et dedans, on donne un peu les clés aux acheteurs de la collectivité pour intégrer des dispositions environnementales, donc soit sous forme de critères, soit sous forme d'obligations de réponse des candidats, pour aller vers de meilleures pratiques environnementales. Et évidemment, comme je participais aux réunions, j'ai bien mis les choses qui sont liées à l'eau et à la limitation des pollutions dans ces outils qui sont mis à la disposition des acheteurs. Et régulièrement, on travaille avec les différentes directions de l'Eurométropole pour passer en revue leurs différents types de marchés
et essayer de leur donner des idées sur les clauses environnementales qu'ils peuvent mettre dedans, et évidemment encore mettre des choses sur l'eau et sur la limitation de la pollution. Ça fait partie des leviers. Je vous embête un petit peu sur le timing. Oui, j'arrive à la dernière. Embêtante. Ah ben voilà. Mais j'imagine que c'est un peu tôt pour un bilan, parce que c'est encore en cours, mais voilà. Peut-être déjà des perspectives. Oui, tout à fait. Donc c'est en cours. L'idée, c'est vraiment d'aller vers une prolongation sous forme de pérennisation ou alors d'une deuxième opération collective, parce qu'on s'aperçoit que la charge de travail est immense, évidemment, qu'il y a quand même on a un retour positif des acteurs. Il y a une volonté des acteurs sur le territoire, que ce soit les entreprises ou les organisations professionnelles, de s'impliquer. Comme je l'ai, et donc ça, c'est quand même très positif. Donc ça montre qu'on n'est pas avec son bâton de pèlerin à prêcher limite dans le vide. Là, il y a un retour et on sent que c'est très positif. Je l'ai dit sur la mise en place de la gouvernance qui a pris quand même beaucoup de temps. Et maintenant, on sent qu'on peut s'appuyer sur ça de manière claire. Dans notre opération, comme je l'ai dit, on voulait aller vraiment vers des outils de sensibilisation et d'incitation. Mais on s'aperçoit que dans certains cas, ces leviers juste de sensibilisation, ils ne sont pas suffisants et on n'a pas forcément beaucoup de leviers qui soient coercitifs ou financiers pour faire que les mauvais élèves soient des moins mauvais élèves. Donc ça, c'est aussi des choses sur lesquelles on essaye de travailler. Et dernier point que j'ai noté, c'est que la prise de conscience de la thématique eau, elle n'est pas encore suffisante, mais ça c'est valable au-delà des entreprises, par rapport à la thématique des déchets et de l'énergie qui a déjà le devant de la scène, on va dire, sur les choses, les investissements à mettre en place. Mais en faisant ces opérations collectives, je pense qu'on contribue à mieux faire prendre conscience de cette problématique. Il y a une évolution qui est en marche. Voilà, on le sent bien. Merci beaucoup Maxime Pommiès pour la présentation concrète de cette initiative. Vous avez parlé tout à l'heure des éco-défis. On va y venir avec vous, Lucille Gajlotchka de la Chambre des métiers d'Alsace. Vous avez mis en place donc ces éco-défis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît? Voilà, la Zapette vient vers vous. Oui. Alors, merci. Bonjour à tous. Donc là, je vais parler effectivement de la partie éco-défi qu'on a proposé à l'Eurométropole suite effectivement à l'opération Lumio pour valoriser justement les entreprises qui s'engageraient, en tout cas les artisans qui s'engageraient au niveau d'action de mise en place en faveur de l'environnement. L'opération Éco-Défi, c'est une opération qui existe depuis 2008 et qui a été déployée par territoire au niveau national par les consulaires. En fait, en 2008, les opérations Éco-Défi ont été créées à Vincennes avec un partenariat entre l'ADEME, la CCI, la CMA et la CMA des Hauts-de-Seine et donc la ville de Vincennes. Depuis, on déploie ça sur différents territoires dans toute la France. C'est une démarche que l'on met en place justement pour valoriser des artisans qui s'engagent au niveau environnemental et en mettant en place des actions sur différentes thématiques. Et les thématiques qui sont retenues d'une façon générale, c'est tout ce qui va toucher l'eau, l'énergie, les déchets, mais aussi les emballages, les produits utilisés, l'aspect transport et l'aspect aussi sociétal. Et donc, en fait, le déploiement de ces opérations éco-défis sont en général soutenus par l'ADEME et les agences de l'eau, puisqu'ils permettent de sensibiliser à la fois les entreprises, mais aussi de les valoriser autour de la transition écologique. Donc, pour les territoires, c'est carrément une opération clé en main qu'on peut proposer, puisqu'on va proposer à la fois une modalité d'action et des défis à mettre en place qui pourront être adaptés aux objectifs finalement politiques des politiques locales de développement durable. Ça peut concerner des plans de prévention de déchets, des plans climat. Ça peut concerner aussi une opération de réduction des micropolluants. Donc, on peut mettre l'accent sur différents axes en fonction de la demande territoriale. On va sensibiliser chaque acteur du territoire à ces questions. On va évidemment favoriser directement, aller dans les entreprises et favoriser les bonnes pratiques, les sensibiliser, mais aussi favoriser les bonnes pratiques. Une opération éco-défi sur un territoire, ça va créer une dynamique d'entreprise, une dynamique vertueuse, et ça va valoriser en même temps l'engagement du territoire.
Donc, sur l'Eurométropole de Strasbourg, ça a été mis en place, le partenariat a été mis en place en 2021. Là, l'illustration, c'était l'opération l'officialisation de l'opération qui a commencé officiellement donc, en mars 2022 et donc qui a été mise en place en parallèle à l'opération collective dont vient de parler Mathias. Maxime, pardon. Pour les artisans, l'intérêt de participer à cette opération éco-défi sur un territoire, ça va avant tout être le fait de bénéficier d'une campagne de communication gratuite qui va être mise en place par le territoire, vraiment une campagne de valorisation. Ça va valoriser des bonnes pratiques et en même temps, ça va améliorer l'image auprès de la clientèle. Ça va permettre peut-être aussi de capter une nouvelle clientèle qui commence à être de plus en plus sensible à la thématique environnementale. Et ça va surtout aussi permettre de disposer d'un accompagnement gratuit, en tout cas au niveau de nos actions, pour intégrer tout ce qui est règlement, ou même anticiper tout ce qui est réglementation environnementale. Ça va permettre de réduire aussi toutes les charges qui vont pouvoir être liées à la consommation d'énergie, à la consommation de l'eau, à la gestion des déchets. Et ça va permettre aussi de mettre en place une démarche d'amélioration continue finalement par rapport à la question environnementale, puisque les éco-défis, comme je vais vous l'expliquer par la suite, ça ne se déroule pas juste sur une année. En général, c'est quelque chose qui est redondant. Donc, on va mettre en place des actions dans un premier temps, mais les années suivantes, on va vous demander de continuer à maintenir votre démarche. Donc, je viens tout de suite au déroulé de l'opération. Donc, au niveau de l'opération, au niveau de la collectivité, en amont de la première édition, là, l'exemple, c'était une édition 2022-2023. En amont de l'opération en tant que telle auprès des artisans, il y a effectivement la réalisation d'une convention avec un partenaire territorial. Il y a aussi la mise en place d'un COPIL finalement qui va acter toutes nos décisions. Ça va être aussi le fait de décider quelles seront les modalités précises, adaptées au territoire, et quels seront aussi les défis sur lesquels on veut mettre un accent en fait. Quelles sont les choses prioritaires pour le territoire. Une fois que tout cela est acté, l'édition commence, la première année va commencer, donc on va aller dans les entreprises volontaires, proposer une visite de l'entreprise avec un état des lieux des pratiques environnementales. C'est une démarche totalement volontaire et gratuite pour les artisans en tout cas. Et derrière, on va proposer aussi un conseil personnalisé. À partir de ce conseil, on va aussi pouvoir identifier quels sont les défis en adéquation que l'entreprise pourra, dans lesquels l'entreprise va décider de se lancer et qui sont en adéquation avec l'opération. Évidemment, on va pas lui conseiller des défis qu'elle ne pourra pas réaliser dans l'année. L'idée, c'est vraiment de lui permettre vraiment de mettre en avant déjà ce qu'elle a déjà fait. Et en tout cas, pour la première année, il faut aussi qu'elle ait une action neuve à mettre en avant. Donc, sur l'Eurométropole, il y a 43 possibilités de défis dans les 7 thématiques que j'ai présentées tout à l'heure. Et on demande en fait de choisir 3 défis dans 3 thématiques différentes, au moins 2 thématiques différentes, en tout cas pour la première année. D'accord. L'entreprise a ensuite plusieurs mois pour réaliser les défis. On peut l'accompagner, nous consulaires, on peut l'accompagner sur un niveau soit technique ou financier. Et ensuite, on récupère les justificatifs de la mise en place des actions dont on avait défini dès le départ, avec l'entreprise. Et là se réunira le comité de labellisation, donc qui va réunir à la fois des membres du territoire, donc ici en l'occurrence l'Eurométropole, des membres de la chambre de métier, mais aussi évidemment des partenaires. Alors sur l'Eurométropole, on a l'agence du climat, on a différents services techniques, mais on va aussi avoir l'agence de l'eau et l'ADEME qui pourront être conviés à cette réunion. On va vérifier, on va décider ou non de labelliser les entreprises. Et en automne, en général, on met en place, donc la collectivité met en place une cérémonie de labellisation où là, vraiment, ça va être l'événement de valorisation de l'opération avec une remise de kit de communication pour l'entreprise. Et l'année suivante, donc
Suite à ça, il y aura un bilan qui sera fait avec le territoire, un bilan des actions mises en place, une remise peut-être à plat des défis. On peut peut-être réajuster en fonction de ce qu'on a pu voir qui fonctionnait ou pas sur le territoire. Et l'année suivante, on repart. Donc pour les entreprises labellisées, on leur demande de choisir un nouveau défi. Et voilà, et ça continue comme ça. Dans des nouvelles démarches. Voilà. Donc en un an, il y a des avancées concrètes, des défis qui sont mis en place, ouais, de façon concrète. Dans le domaine de l'eau, voilà, plus alors précisément. Donc, du coup, voilà, j'ai fait un focus sur le domaine de l'eau, puisque c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc, ça vient en appui de l'opération collective de réduction des rejets dangereux dans l'eau. Les défis qu'on peut proposer, les actions qu'on peut proposer, ça va être tout ce qui est autour de la mise en conformité, demander son autorisation de déversement, tout ce qui va permettre d'optimiser des consommations, faire un suivi de ces consommations lorsque c'est possible, mettre en place des équipements plus économes, valoriser aussi tout ce qui est eau de pluie, et aussi ce qui va concerner le pré-traitement des rejets. Et donc, les exemples d'actions, ça va être mettre en place des limiteurs de débit, des circuits fermés, réaliser des circuits fermés pour l'utilisation, récupérer les eaux de pluie, avoir des détecteurs de remplissage. Ce sont des actions, certaines peuvent être quand même assez simples, ne sont pas forcément des choses très coûteuses ou qui vont mettre longtemps à être mises en place. Pour ce qui est de limiter la pollution sur l'eau, on va voir un exemple tout à l'heure d'installation de bacs à graisse, rétention de stockage de produits dangereux, ou aussi tout ce qui est gérer les eaux de pluie à la parcelle. C'est des choses, en fait, à la fois, on va sensibiliser les entreprises et en même temps leur proposer de passer à l'action. Donc ça, c'est le volet communication, effectivement, qui est important et qui est tout bénéfice, je dirais, pour voilà, c'est le volet peut-être le plus important. Ouais. Voilà, donc, en fait, au niveau des entreprises, en 2022, avec l'Eurométropole, c'est la première année, on avait 12 entreprises qui ont été labellisées. Les thématiques les plus souvent reprises, ça a été en 2022, forcément, l'énergie et aussi les déchets. Il y a eu quelques actions sur l'eau, notamment limiter tout ce qui est limitation de pollution et une gestion des eaux pluviales. Le plus important, évidemment, ça va être l'aspect communication. Donc, communication du territoire. Donc là, j'ai mis l'exemple de l'Eurométropole qui a rédigé, enfin, qui a mis en place, la collectivité a vraiment mis en place des supports propres. Sinon, nous proposons toujours un modèle de support, mais pour les collectivités qui le désirent, elles peuvent mettre en place un modèle de support propre à partir du moment où elles gardent notre logo Écodéfi. Donc, il y a eu des insertions presse, il y a eu des bannières et des affiches qui ont été mises en place, notamment pour tout ce qui est communication presse, notamment les petites bannières. Donc, ces bannières ont été réalisées après la première, au cours de la première année, avec des entreprises qui ont participé. Au niveau du site de l'Eurométropole, il y a la présentation des entreprises engagées avec l'entreprise qui va s'exprimer tout à l'heure aussi. Il y a à chaque fois une présentation de l'entreprise et des actions qu'elle a mises en place dans le type d'écodéfi. C'est aussi pour montrer aux autres, donc ça c'est une communication à destination des entreprises, pour montrer que tout le monde peut passer à l'action avec des exemples d'actions simples en général. Oui, l'idée c'est d'avoir, j'imagine, des entreprises entre guillemets normales. Voilà. Pour entraîner les autres. Ce n'est pas forcément que des entreprises qui sont déjà en pointe sur le sujet. Oui, on essaye d'avoir vraiment un panel général, différents types de métiers et surtout différents types d'engagement, différents niveaux d'engagement pour dire que c'est possible. Dans tous les cas, c'est possible de mettre quelque chose en place. Donc là, on a eu la cérémonie de labellisation qui a été vraiment très officielle avec une couverture presse également. Et très important, la cérémonie de labellisation a eu lieu aussi dans une entreprise qui a été labellisée. Et ça parle aussi finalement, ça permet aux différentes entreprises de discuter entre elles et ça met en évidence aussi un site artisanal. Bien sûr, et créer une dynamique. Ça crée la dynamique. Et derrière, en fait, on a distribué aux artisans, suite à leur labellisation, tout un kit de communication. Donc là, vous avez un exemple sur une entreprise, un exemple d'affiche personnalisée qu'elle peut mettre sur le lieu où elle accueille des clients, par exemple. Il y a là une vitrophanie, il y a aussi des bannières de signature mail personnalisées et une affiche sur laquelle elle peut marquer les défis engagés
engagés dans l'année. Et aussi, ça peut être l'occasion de discuter, notamment avec les clients, pour expliquer qu'est-ce que c'est que ce label Éco-Défi et comment ça se met en place. L'idée, c'est que cette action soit aussi utilisable pour une communication envers le grand public, pour que le grand public, lui aussi, puisse, comme Maxime le disait, s'identifier sur des actions simples à mettre en place pour l'environnement. Et lui-même, après, être demandeur. Et on sait qu'il a beaucoup de pouvoir, le client. Oui, tout à fait. Voilà. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Alors justement, ce qui serait intéressant, c'est qu'on entende Isabelle Carrère. Alors je ne sais pas... Elle est là. Ah, je ne la voyais pas. Je ne savais pas qu'elle était déjà parmi nous. Merci de nous rejoindre, Isabelle Carrère. Et on sait que vous êtes occupée ce matin avec votre entreprise Cuisine de Demain. Bienvenue. Donc dites-nous, merci, bonjour. On le disait, c'est vous qui assurez la cuisine sur le salon et on vous remercie. On va vous libérer très vite, on promis. Comment vous et pourquoi vous êtes engagé dans cette démarche? Et puis quels défis avez-vous relevés? C'est une bonne question. Donc nous, on s'est engagés, voilà, c'est nous, dans cette démarche. En fait, on a toujours été en contact avec la Chambre des métiers. Donc du coup, c'est vrai que quand tout ce programme s'est mis en place, on en a naturellement parlé. Donc c'est vrai qu'on fait partie des 12 lauréats de la première édition. Et finalement, on trouvait ça... nous, on s'est créé la cuisine de demain, on va dire, sur ces valeurs-là. Nous, à la base, c'est un projet environnemental où, du coup, on cherche à faire la restauration la plus vertueuse possible. Donc, voilà, on est sur du local, on est sur du zéro déchet, on est sur du bio. Finalement, ça collait parfaitement avec l'état d'esprit des artisans engagés et l'envie de mettre ça en avant et de l'expliquer aux consommateurs aussi. Avec votre ADN, tout à fait. Et alors concrètement, quel défi vous avez coché dans le domaine de l'eau? Ça nous intéresse évidemment, mais peut-être plus largement aussi, dans quoi vous vous êtes engagé? Oui. Alors c'est ce que je dis, du coup, la cuisine de demain a un profil un peu particulier finalement, parce qu'on les avait déjà relevés, les défis en amont. Quel défi vous avez validé? Voilà, c'était du coup tout ce qui est bio, tout ce qui va être le zéro déchet avec la mise en place de la consigne. Il y avait également la mobilité décarbonée, puisqu'on travaille avec Kouglof, qui est la plateforme de livreur éthique sur Strasbourg, à vélo. Et du coup, là, en effet, sur cette année, on avait aussi le défi du séparateur de bac à graisse qu'on a remplacé, simplement. Et ça vous pousse à aller plus loin, j'imagine? Parce que vous voyez peut-être des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, parce que aussi vos clients vous en demandent plus, et parce que c'est concret? Ouais, voilà. Alors, c'est tout ça à la fois. Voilà. D'accord, je donne les réponses. C'est pas mon rôle. Merci, j'ai fait les choses dans le désordre, décidément. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que comme je le dis, nous, c'est ce qui nous pousse, c'est comme ça qu'on s'est créé. Mais du coup, ça fait du bien aussi de sentir qu'il y a des personnes qui nous soutiennent, qui nous challengent, qui nous disent aussi, tiens, là, vous pourriez aller plus loin. Est-ce que vous n'avez pas pensé à ça? Ouais, certainement. Du coup, on se sent moins seul finalement dans ce combat. C'est facile aussi de céder aux sirènes de la facilité quand on est artisan, quand on est pris à la gorge par les factures, tout ce que vous racontiez depuis tout à l'heure. Du coup, moi, je trouve que ça fait du bien d'avoir... la petite voix comme ça, le support qui te dit ne lâche pas et rester droit dans ses bottes et dans les investissements qu'on peut se permettre de faire. Et est-ce qu'il y a aussi de la part peut-être de vos clients une demande précise? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit un peu écolo, tout le monde dit qu'on fait de la cuisine bio, tout le monde local, tout le monde de saison. Je veux dire, c'est devenu presque une évidence dans la restauration notamment. Et le fait de prouver avec des actions précises, qu'est-ce que ça change? Et ça donne la crédibilité. Donc du coup, les clients vont pas forcément nous demander quel défi on a relevé, mais simplement le fait d'avoir le Vitrofani, de dire qu'on est reconnu par la Chambre, par l'Eurométropole, et qu'on a finalement cette crédibilité affichée, ça évite finalement les discours ou tout le discours marketing qu'il peut y avoir chez d'autres... j'ai d'autres personnes, d'autres artisans, avec un peu de greenwashing au passage. Au passage. D'accord. Quelles sont les prochaines étapes pour vous? Est-ce que vous vous êtes engagé à maintenir l'éco-défi? Vous allez plus loin? Oui, nous, si on est encore labellisé, on restera dans les artisans engagés si on veut de nous. Du coup, nous, on avait participé, on avait fait aussi la restauration pour la cérémonie de labellisation, etc. Moi, je pense que les éco-défis ont un bel avenir, c'est-à-dire que là c'est encore le début, mais moi je pense que ce serait super aussi si les artisans engagés au fur et à mesure des promotions, on va dire, pouvaient répandre aussi la bonne parole et peut-être aussi échanger en direct avec d'autres artisans qui hésitent ou qui ne sont pas sûrs, parce que je pense aussi que c'est important qu'on ait tous le même niveau de communication et que ça ne fasse pas peur en fait. Alors justement, pour la bonne parole et pour résumer,
Quels sont les, voilà, en 2 mots, pourquoi vous inciteriez d'autres à s'engager dans cette démarche? Parce que je pense qu'on va être tous contraints de le faire un jour ou l'autre, donc autant que ce soit motivé par l'envie de faire changer les mentalités et de le faire parce qu'on en a envie et pas parce qu'on va être obligé. Je pense que déjà ça va être très important. Et le faire aussi justement pour qu'il y ait cette dynamique positive et qu'on puisse se créer un réseau d'entraide. Enfin, moi, je sais que lors de la cérémonie, moi, j'ai rencontré les 11 autres artisans que je ne connaissais pas. Voilà, il y a eu des échanges. Si nous, on peut les faire travailler, si eux, ils peuvent nous faire travailler aussi. Enfin, ça crée une communauté et un élan qui, à mon avis, risque d'être beaucoup plus solide dans les années à venir avec tout ce qui nous attend que le pur projet économique. Effectivement, il y a le levier économique, mais le levier environnemental est quand même la base de ce sujet. Et durable. Merci beaucoup Isabelle Carrère. On ne vous retient pas plus longtemps parce qu'on sait que vous avez beaucoup de travail et que ce public aura faim à un moment. C'est ça, laissez-moi vous préparer des bons petits plats. Voilà, qu'est-ce qu'on a au menu? Dites-nous. Qu'est-ce qu'on a au menu? On a un Buddha bowl avec du chèvre, on a des spätzle champignons et une salade de poulet crudité. Voilà. Parfait. À retrouver là-bas et là-bas. Ok. Merci beaucoup Isabelle Carrère. On vous libère. Merci. Merci de votre participation et je me tourne vers vous, Emmanuel Lambollet. Merci de votre patience. Et on le répète, vous êtes chargé de mission captage à l'Eurométropole de Strasbourg. Donc c'est encore une autre opération dans le cadre de l'EMS. Pas tout à fait sur le même volet, vous allez nous expliquer. Cette opération collective, elle se nomme Polygone. Enfin, c'est autour du champ de captage Polygone. Détaillez-nous ça. Oui, tout à fait. Donc effectivement, c'est une opération collective territoriale, puis c'est une approche géographique. Je vais exposer cette présentation en 3 points. Le contexte qui nous a amené à mettre en place cette opération collective, l'opération collective notamment sur la stratégie qu'on a mis en œuvre et les attentes. Et enfin, on terminera par un bilan et retour d'expérience à mi-parcours. Donc sans plus attendre, on va passer au contexte. Je vais vous parler brièvement de la compétence de l'eau sur l'Eurométropole. Donc on est producteur-distributeur d'eau pour 33 communes représentant plus de 500 000 habitants. On a 6 unités de distribution et 13 sites de captage. Les 2 enjeux principaux qu'on cherche à respecter sont la santé publique et la sécurité de l'approvisionnement. Ça va être un petit peu le fil rouge qui va suivre tout le long de mon exposé. Je vais vous parler rapidement de la particularité du captage du polygone. Déjà, il a été créé il y a plus de 100 ans, en 1878. On a 11 puits de captage, 3 puits collecteurs. Ils fonctionnent 24 heures sur 24 et on produit 24 millions de mètres cubes annuellement. Grosso modo, il représente à lui seul 80% de la production d'eau sur l'ensemble de l'Eurométropole. Et il est situé, alors c'est l'enjeu, grosso modo, et il est situé actuellement en aval hydraulique d'une zone industrielle d'environ 200 activités. Donc là, on plante un peu le décor, là, on a l'aléa. Face à cet aléa, on avait mis à l'époque une démarche de sécurisation dont je vais vous parler brièvement. Donc l'objectif de la démarche, c'est de préserver la ressource pour éviter tout traitement pour l'avenir, assurer dans le temps la quantité et la qualité de l'eau aux 500 000 habitants donc de l'agglomération strasbourgeoise. Et on cherche à répondre aux exigences de la déclaration d'utilité publique de 1978 et du schéma directeur d'alimentation d'eau potable de la collectivité. La démarche, c'est quoi concrètement? Alors on cherche en fait à sensibiliser nos industriels sur la présence du captage du polygone, entre autres, les enjeux et les risques que ça représente, enfin plutôt qu'ils représentent. On fait à peu près, donc on fait du porte-à-porte, on va les voir, tout comme effectivement pour les artisans, comme expliquait Maxime, on va faire un diagnostic sur site. Donc on fait à peu près 40 visites par an. En 5 ans, on a fait le tour des 200 industriels. L'évaluation, donc on fait une évaluation des risques par site. On cherche à améliorer en continu la sécurisation de ces derniers par des recommandations et des suivis. Et tout ça dans un objectif finalement d'anticiper, préparer des situations de crise et surtout pour les éviter et de manière à être efficace et rapide en cas de pollution.
Je vous coupe, pardon. Et très rapidement, quel type d'industriel on a, juste pour essayer de. On a un panel. En fait, on a de l'artisan jusqu'à de l'entreprise de prod de plus de 1000 personnes. Donc c'est vraiment super vaste. Je vais en reparler très vite plus loin. Donc notre zone d'étude, en rouge, là vous voyez le périmètre de protection immédiat. On a juste l'activité de pompage. En orange, le périmètre rapproché. Et en fait, en jaune, c'est ce qui nous intéresse, c'est la zone dans laquelle on travaille à l'heure actuelle, où la démarche de sécurisation est en place et l'opération de collective aura exactement cette même emprise. Alors, la démarche, tout a commencé par une pollution sur un de nos puits, au polygone, en 96. En 97, on avait donc demandé à un bureau d'études de nous trouver l'origine et de mettre en place un plan d'action. Très rapidement, on est ressorti la nécessité de mettre cette démarche en place. Donc, on l'a débuté en 98. On a travaillé avec 30 industriels et on a élargi à l'ensemble de la zone industrielle. Ça semblait pas, ça semblait complètement dérisoire de s'arrêter au périmètre. Et on a pris toute la zone en considération. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui de manière générale? On a une très bonne connaissance des risques, des acteurs et du terrain. Dans cette démarche, on suit les accidents dans la zone d'emprunt, on est consulté sur les permis de construire en amont et des fois même sur les demandes d'autorisation d'exploiter. Donc on a un pendant avec l'ADREAL pour les ICPE. Les principales difficultés de l'opération, c'est les problèmes liés à la propriété, puisque la plupart des exploitants ne sont pas propriétaires des terrains qu'ils occupent, même des fois même pas des bâtiments. Il y a une disparité importante entre les industriels, tant sur leur activité que sur leur taille, la conjoncture économique et les contraintes de sécurisation qui sont coûteuses. Et enfin, on a effectivement des thématiques redondantes, comme les problématiques d'infiltration des eaux pluviales, les réseaux d'assainissement non étanches, la mauvaise gestion des produits et déchets liquides, et les surfaces d'activité non étanches. Alors je passe à ma deuxième partie. Pourquoi effectivement passer par une opération collective? La stratégie recherchée. Donc on cherche à utiliser en fait un format d'aide cadré par l'agence de l'eau, facilitant donc du coup les aides financières avec des taux plus élevés pour financer les travaux de sécurisation des industriels, débloquer donc grossièrement les difficultés rencontrées dans notre démarche de sécurisation. C'est un outil du coup. Alors comment en fédérant à nouveau les acteurs autour de la démarche, en identifiant d'abord les besoins actuels des entreprises, notamment sur les leviers techniques, réglementaires et financiers. On cherche aussi à réaliser une analyse critique de la démarche et dégager les axes de projet, s'inspirer de conclusions locales, notamment celles de Maxime, et intégrer notre opération dans des choses qui existent et qui fonctionnent. Et enfin, identifier les actions collectives à mettre en œuvre et les prioriser. Grosso modo, ce qu'on cherche à proposer à l'industriel, sur la base du volontariat, j'insiste, c'est pas coercitif, c'est vraiment sur la base du volontariat, c'est un programme de travaux avec un chiffrage sommaire de ce dernier, un chiffrage, enfin une idée des aides que l'industriel pourrait avoir. Grosso modo, il peut déduire le restant à payer. On cherche à mettre en plus des groupements de commandes encore pour minimiser davantage les coûts. On cherche aussi à l'accompagner sur les montages des dossiers d'aide qui sont très chronophages. Et on suit ensuite les travaux de sécurisation réalisés par les exploitants pour nous assurer qu'ils remplissent bien nos objectifs de pérennisation de la ressource. Alors le montage, on est 3 phases. Donc la première phase qui a duré 2 ans, on a cherché à voir la faisabilité, l'opportunité de mettre en place cette opération. On a identifié une trentaine d'actions pour limiter les risques des industriels vis-à-vis de la nappe. On les a mobilisés pour répondre aux enjeux de protection de captage, ce qui nous a permis en fait finalement de prioriser nos actions en alignant nos objectifs avec les bénéfices attendus par les industriels pour ne pas louper la cible. Ensuite, on a déterminé un indicateur de priorisation des risques qui est une note de danger pour chaque site. Et enfin, on a cadré assez grossièrement, dans un premier temps, les aspects administratifs, réglementaires et technico-économiques de l'opération. La phase 2, de 2019 à 2020, c'est un cadrage plus fin de l'opération. On a défini précisément les objectifs. On a arrêté quelques actions prioritaires de travaux. Je vais vous en parler plus loin. On a défini donc l'animation, la gouvernance de l'opération. La structure porteuse a été arrêtée, donc c'est l'Eurométropole de Strasbourg, service de l'eau. Et on a créé un poste d'ingénieur chargé de mission pour effectivement la gouvernance. On a mis en place le COPIL, donc l'EMS en tant que maîtrise d'ouvrage, le port qui est propriétaire de quasiment 100% des terrains,
Ensuite, les services préfecture, donc l'ADREAL pour les ICPE, la Chambre de commerce et d'industrie qui nous aide au montage des subventions qui accompagnent les industriels, le groupement des usagers du port qui finalement représente les entreprises, et enfin le SDIS pour la partie protection incendie et des risques qui sont liés. On a organisé du coup la phase 3 sur les aspects juridiques, les attentes des résultats, l'articulation des étapes, le rôle des acteurs et les coopérations possibles. On a monté les marchés pour les prestations de diagnostic de réseau et d'assistance maîtrise d'ouvrage pour le chiffrage et la bonne réalisation de travaux, puisque ça, c'est des métiers que nous, on ne maîtrise pas. Et on en est effectivement à l'heure actuelle à la phase 3, donc les diagnostics plus les travaux de sécurisation qui a commencé en mi-2020 et qui se termine fin de l'année prochaine. Donc, en termes de travaux, ce qu'on propose dans le cadre des prérequis qui est assuré par un prestataire dans le cadre d'un marché, c'est les inspections par passage caméra dans les réseaux d'assainissement privés, avec traçage GPS des réseaux. Donc, grossièrement, ça donne lieu à un rapport diagnostic d'étanchéité des réseaux avec les plans à jour. On formalise ça par une convention d'intervention qui est signée par l'exploitant, donc ça montre l'accord de l'exploitant de réaliser ce diagnostic. Et à côté de ça, on a les travaux donc de priorité 1, les travaux de réhabilitation des réseaux, donc après avoir fait les prérequis, suppression aussi des infiltrations profondes de pluviales qui sont des points d'accès à la nappe, et des dispositifs d'assainissement autonome. Aussi, en priorité 1, on a encore les travaux de sécurisation de neutralisation des puits piézomètres, qui sont des points d'accès à la nappe, encore une fois, et les travaux de priorité 2, donc rendre étanches les zones circulées de stockage et d'activités qui peuvent avoir des produits dangereux, la suppression de systèmes de chauffage au fioul vers des transitions vers des énergies plus vertueuses, et enfin la mise sur rétention des produits, mais notamment les locaux ou en bâtiments sur rétention, pas juste les bacs de rétention. Donc alors là effectivement, la réalisation de ces travaux passe par une étude de programmation dont on est en maîtrise d'ouvrage. C'est nous qui l'élaborons avec l'aide d'un bureau d'études qui, lui, analyse effectivement les diagnostics d'étanchéité, nous programme donc les travaux et nous les chiffre. Ils sont là en appui technique. Ils contrôlent également après la conformité des travaux. Et on va travailler plus tard sur la pérennisation de ces travaux à l'échelle du site, mais à l'échelle de toute la zone industrielle. Et enfin, la mise en place d'indicateurs et d'outils. Alors on va passer à des choses un peu plus concrètes. Donc là, vous avez effectivement un exemple de rendu de diagnostic réseau. À gauche, on a le plan de récollement donc des tracés des réseaux avec les diamètres, les matériaux, matériaux et diamètres et longueurs, pardon. Et à droite, vous avez en fait l'emplacement, enfin la localisation des défauts constatés sur site. Juste en dessous, vous avez donc un tableau récapitulatif des défauts constatés et pour chaque défaut, une action corrective chiffrée. Donc l'industriel se retrouve en fait avec un bilan concret de ce qu'il faudrait qu'il mette en termes d'argent pour en fait rendre étanches ces réseaux. De la même manière, donc l'étude de programmation qui reprend ces travaux de sécurisation, enfin ces travaux d'assainissement plus les autres travaux dont j'ai parlé précédemment. Donc là, dans notre cas précis, on a des travaux d'enrobés et d'imperméabiliser à reprendre, et par exemple des bordures qui sont cassées en périphérie pour éviter effectivement que les effluents partent vers les espaces verts. Donc on les réhabilite également. Et enfin, on a là dans l'exemple précis aussi un stockage de produits extérieurs qui est mal sécurisé. Du coup, on leur propose un abri sur rétention. L'ensemble, encore une fois, est chiffré. Donc l'industriel sait exactement combien que ça lui coûterait de se mettre en sécurité par rapport à l'opération et les travaux qui lui sont proposés. L'indice de priorisation des risques, qui est la note de danger qu'on attribue à chaque site, on l'a construite sur un postulat simple. C'est en fait la conjonction de 3 phénomènes. C'est l'occurrence d'un incident qui est lié à l'activité, qui mettra en jeu des substances toxiques, qui trouvera un chemin d'accès à la nappe. Donc en fait, notre IPR, c'est effectivement la conjonction de l'occurrence, le risque d'activité, la dangerosité et la vulnérabilité. On le récupère, alors cet indice, dans l'outil cartographique qu'on s'est mis en place sous QGIS, qui est en fait une base de données spatialisée. Donc là, on voit la zone, enfin la couche orthophotoplan de la zone de travail. J'y ajoute là les périmètres de protection du champ captant. Là, j'y ajoute les activités et donc les propriétaires terrains.
Là, dès qu'on clique sur un des éléments, on retrouve, notamment là, le bâtiment, on retrouve tout le pédigré de l'entreprise, toute l'évaluation de risque et le suivi des travaux. Ici, on suit effectivement donc les accidents, comme je l'avais dit précédemment. Là, on a effectivement les risques de pollution par parcelle. On peut le coupler à une autre couche qui est celle des piézomètres. Et du coup, on pourrait mesurer par ces piézomètres où on voit l'influence effectivement des polluants qui pourraient être dans les sols liés aux activités vers la nappe. Donc on voit très précisément que l'outil est très intéressant puisqu'on a une approche plus réaliste du risque et des conséquences qu'on pourra avoir sur la nappe. On peut aussi faire des analyses thématiques. Là, on a fait l'âge des réseaux privés moyens. Donc, plus on est sur les couleurs cramoisies, et plus les réseaux sont vétustes. Donc, il faudrait penser à faire un passage caméra, par exemple, pour s'assurer qu'ils n'infiltrent pas. Là, on a une analyse thématique sur le type de produits qu'on peut retrouver et par volume, donc classé je veux dire, du dangereux au moins dangereux. Et les volumes qui sont représentés par une taille de cercle plus ou moins grande en fonction du volume retrouvé. Là, effectivement, c'est l'intégration du score IPR. Donc là, ce qui est super intéressant, c'est que, par exemple, on peut faire le travail pour une opération précise de travaux. Par exemple, je veux faire les travaux d'assainissement. Je calcule l'IPR global de toute la zone sans les travaux. Je calcule ensuite, de manière prospective, l'IPR après travaux. Et en fait, l'un sur l'autre me donne en fait l'efficacité de l'opération collective. Et je peux faire le travail avec n'importe quelle opération, du coup les classer, et ça me permet de les prioriser. Et en fait, l'outil devient un véritable outil d'aide à la décision, quoi. Enfin, l'outil cartographique. Donc, je vais vous parler un petit peu de résultats maintenant. Donc, pour la première phase, donc, qui sont les diagnostics réseau, on a un avancement. Donc, on a signé à peu près plus de 54% de conventions. Donc, en termes de bilan mi-parcours, on est dans les clous. Par contre, les rapports diagnostiques, alors on a un avancement de 49%, certes, donc on n'est pas loin, tous ceux qui ont signé, mais par contre, il n'y a que la moitié qui est traitée et l'autre moitié qui est en cours. Donc là, on accuse un petit retard qui va ensuite avoir une petite incidence sur l'étape d'après, qui est le cadrage des travaux, donc les études de programmation, où on n'est plus qu'à 20%. L'étape d'après, c'est la demande de subvention, où là, on n'est qu'à 6% d'avancement sur les 110 sites au total, qui représentent les 200 industriels. Et enfin, la phase de validation de travaux, où là, on est à 0%. Pour l'instant, rien n'a commencé. Donc là, on accuse un retard certain. Alors, grosso modo, je vais parler un petit peu éléments financiers. Les études préalables donc de mise en place de l'opération coûtent à peu près 200 000 €. Le diagnostic prérequis avec l'assistance maîtrise d'ouvrage qui fait l'analyse, on est à 1,2 million. Ces deux éléments sont donc subventionnés à hauteur de 70% par l'agence et le restant est supporté donc par la collectivité et une participation financière du port autonome. L'animateur captage qui coûte à peu près 65 000 € par an va être aidé pendant 3 ans par l'agence et ensuite effectivement l'Eurométropole supportera par la suite la totalité. Ensuite, l'emploi du bureau d'études pour assister l'EMS sur les travaux des suivis, c'est 300 000 € estimés. Encore une fois, le taux de subvention d'aide, c'est de 70% de l'agence, la collectivité 30%. Et enfin, la phase opérationnelle de travaux, qui est estimée à presque 8 millions, donc c'est tous les travaux pour les 200 industriels. Pour l'instant, on a dépensé 0 et donc les industriels, par contre, peuvent toucher entre 40 et 60% d'aide sur les travaux prévus dans les études de programmation. Le retour d'expérience pour les diagnostics réseau. Alors, il faut bien comprendre qu'on est sur des sites en activité, donc on est systématiquement obligé de mettre des plans de prévention par rapport au risque de coactivité. On a des planifications, donc des interventions notamment de diagnostics où on est obligé de les décaler, puisque sinon, soit la nuit, soit le week-end, pour éviter effectivement pour les grosses entreprises une gêne. On a des réseaux qui sont systématiquement sous-entretenus, donc on ne peut pas passer la caméra facilement, donc on perd énormément de temps à faire du curage préalable et à replanifier effectivement ces interventions. On a des regards qui sont parfois inaccessibles, sous-enrobés dans des espaces verts qui ne sont pas entretenus. Donc il faut aller rechercher des fois à 50 voire 1 mètre sous terre. On a des regards parfois même inexistants, où on est obligé de passer du coup par notre réseau public pour essayer de retrouver le réseau et donc du coup faire le traçage et les passages caméra.
Et enfin, il nous arrive aussi d'avoir notre réseau public en charge. Du coup, forcément, les réseaux privés en lien sont en charge aussi. Donc, il faut d'abord qu'on fasse intervenir nos collègues de l'assainissement pour pouvoir intervenir ensuite sur les sites privés. Et enfin, les plans d'archives qui sont parfois obsolètes aussi et qui nous obligent à réinvestiguer en totalité tous les réseaux. Le retour d'expérience sur la phase travaux, donc les problèmes humains des prestataires entre les diag et l'assistance maîtrise d'ouvrage, avec des maladies, des absences récurrentes, un avancement en accordéon entre les deux, ça nous désorganise systématiquement et ça démobilise effectivement l'action. On a des difficultés aussi liées donc aux prérequis, puisqu'on a pris du retard, qui conditionnent forcément les travaux, puisqu'on ne les commence pas tant qu'on n'a pas le diagnostic. Et enfin, on a les problématiques techniques aussi complexes, comme par exemple la suppression des infiltrations d'eau pluviale, qui nous oblige à surdimensionner les réseaux, ce qui coûte énormément cher. À vouloir supprimer des infiltrations, en fait, on a un coût exorbitant en termes de travaux derrière, et ça risque de bloquer toute l'opération, c'est-à-dire du diagnostic, des travaux d'assainissement et tous les autres aussi également. Et enfin, une disponibilité, une implication des exploitants qui quand même dépendent souvent soit de groupes, soit ont des processus finalement de validation interne qui sont plutôt lourds, contrairement à ce que je pouvais m'imaginer au départ. On a des fois des changements de responsables, du coup on recommence nos explications au départ, donc on a énormément de pertes, et tout ça dans un contexte économique après pandémie, Covid et guerre en Ukraine. Donc tout ça nous ralentit sérieusement. Pour conclure, l'avancement de l'opération est conditionné par le retard des diagnostics réseau. Nos interventions sur réseau privé sont autant d'incertitudes et de contraintes. Du coup, l'appréhension des temps d'intervention est quasiment impossible. On a des mises en stand-by régulières. Des fois, on reprend l'étude 1 an après, pour vous dire. On a des adaptations perpétuelles de la stratégie d'atteinte d'objectifs. Grosso modo, l'avancement actuel des études en dessous des objectifs à mi-parcours ne permettra probablement pas l'atteinte du taux de travaux de sécurisation attendu en fin d'opération. On réfléchit effectivement à une reconduction, du coup, parce qu'il faut quand même garder à l'esprit que le potentiel d'adhésion des acteurs économiques de la zone pour les travaux est bien présent, tout comme pour les artisans. Voilà, je vous remercie pour votre patience. Merci beaucoup pour cette présentation très, très complète. J'imagine que ce n'est pas forcément évident de travailler avec des industriels, déjà de s'introduire sur les lieux. Quel accueil vous rencontrez? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas de pouvoir contraignant, c'est uniquement volontariste. Oui, alors effectivement, c'est vraiment sur la base du volontariat. Alors l'accueil, très honnêtement, de manière surprenante, comme la plupart des gens me le disent, c'est vrai qu'on a très peu de récalcitrants. On arrive toujours à rentrer chez l'industriel et à pouvoir faire un diagnostic. Après, bien sûr, ça nécessite beaucoup de diplomatie, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'une fois qu'on émet des recommandations, et justement, si on voulait aller du coercitif, par exemple en faisant passer la DREAL derrière, parce qu'on imagine que cette installation non classée pourrait l'être pour une rubrique bien précise, on peut s'attendre à avoir finalement 5 ans après, lors de notre prochaine visite, un accueil un peu moins favorable. Donc il faut faire très attention, jouer d'intelligence. Et voilà, c'est comme la démarche de sécurisation est inscrite dans le temps, il faut avoir plutôt un retour gagnant-gagnant pour que ça avance. Un travail de longue haleine et de patience. Merci beaucoup. Nous avons vu un large tour d'initiative et nous approchons de la fin de cette conférence, mais on vous avait dit qu'il y aurait un temps pour les questions. Et donc, on vous invite, si vous le souhaitez, ou observation, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez, sur lesquelles vous souhaitez interroger nos intervenants? N'hésitez pas. Questions, observations sur ce qui a été dit, que ce soit les opérations collectives à destination des artisans, des commerçants, ou la partie, c'est pas évident après un peu plus d'une heure de présentation. En attendant que les questions viennent, si elles viennent, pourquoi, que ce soit les industriels ou les artisans, pourquoi vous avez souvent dit ils sont sensibles à la question de l'énergie, la question des déchets, mais pas celle de l'eau? Pourquoi, d'après vous, même si on en parle beaucoup depuis 1 an et demi? Tout simplement, peut-être, je sais pas, ils sont pas conscients qu'ils polluent. Si certains veulent
Ouais, je peux commencer pas un sujet, à répondre. Bah, en fait aussi, si on revient sur le critère économique, on s'aperçoit, et ça c'est valable pour nous aussi en taxe domestique, je pense que si on prend là, personne ne sait combien il paye sa facture d'eau chaque année. Ce qui n'est pas du tout le cas de sa facture d'électricité, de sa facture de gaz, etc. Bon, même sur les déchets, on ne sait pas forcément non plus ce qu'on paye, mais on sait qu'on le paye. C'est plus visible. Voilà, c'est plus visible. Globalement, c'est aussi dans les connaissances collectives, que ce soit les particuliers ou les professionnels. L'eau, ça marche bien, puisqu'on allume le robinet, il y a l'eau qui coule, on tire la chasse d'eau, on évacue le lavabo, l'eau part. Et du coup, tout marche bien. Et jusqu'à présent, en fait, on ne voit pas quelqu'un qui vient ramasser nos poubelles, etc., ou nous apporter des choses. Donc, ça, en fait, le problème, c'est peut-être que ça fonctionne tellement bien qu'on ne s'aperçoit pas qu'il y a beaucoup de travail en amont, beaucoup de travail en aval, et qu'il y a des enjeux environnementaux, économiques, sociétaux derrière. Donc, je pense qu'il y a tout un aspect de sensibilisation, puisque les professionnels ne sont pas, la plupart dans leur formation, dans leur cycle de formation, mais nous aussi, dans notre scolarité, suffisamment formés, sensibilisés pour avoir conscience de ce sujet-là. Et là, on est dans une période qui est, à mon avis, charnière pour que ce sujet soit davantage pris en compte. C'est le moment de faire de la pédagogie. Est-ce que vous voulez compléter, Madame Gajluczka? Oui. Alors moi, je peux témoigner aussi que finalement, lorsqu'on s'adresse à des petites entreprises, des très petites entreprises, elles ont des actions souvent équivalentes à ce que les particuliers font chez eux. Et du coup, elles n'assimilent pas du tout cette action-là à une pollution finalement, puisque les particuliers peuvent refaire leur lieu d'habitation avec de la peinture, etc., qu'ils achètent. Et on part du principe que si on vous vend ça, c'est que ça ne pollue pas. C'est pareil pour les métiers de service et de soins de la beauté. Hein. C'est exactement la même chose. Cette conscience, comme disait Maxime, cette conscience n'existe pas, mais ça, c'est peut-être un défaut d'éducation générale lié à la scolarité, peut-être. Mais clairement, oui. Si vous souhaitez compléter. Oui, alors moi je voulais rebondir sur ce qu'a dit Maxime, sur le fait que certaines entreprises ne savent absolument pas combien coûte leur eau. C'est vrai que le prix de l'eau par rapport au prix de l'énergie est forcément, enfin en tout cas est certainement beaucoup moins élevé, donc forcément les entreprises y sont beaucoup moins sensibles. Mais très souvent une activité économique, alors peut-être encore moins les artisans, sont totalement inconscients du vrai coût de l'eau, parce que de l'eau finalement elle se pompe, elle se pré-traite avant un usage dans un process. Derrière il va falloir peut-être la chauffer, la refroidir. Il va falloir derrière peut-être la repomper, la retraiter, et tout ceci, ça a un coût caché entre guillemets dont l'entreprise ne se rend peut-être pas forcément compte. Et bon, même si le coût de l'eau est peut-être pas assez cher, en tout cas, elle risque de se faire plus rare dans les prochains temps. Et c'est peut-être ça qui constituera un levier, en tout cas, de prise de conscience sur le sujet de l'importance de l'eau auprès des activités économiques. Je vais compléter encore. Le coût de l'eau n'est effectivement pas cher. Et par contre, mettre en place des actions pour pour réduire sa consommation ou pour réduire la pollution de son activité va coûter par contre relativement cher. Et en tout cas, le temps de retour sur investissement va être beaucoup, beaucoup trop long pour qu'une entreprise puisse mettre ça dans un modèle économique. Il y a effectivement cet aspect-là aussi. Et peut-être certains artisans, dites-moi si je me trompe, mais qui vous renvoient aussi à un manque d'alternatives, en fait, de produits alternatifs viables. Est-ce qu'il y a ce souci-là de disponibilité d'alternatives ? Les produits existent, mais souvent, ils nécessitent un autre process différent ou d'autres pratiques. C'est peut-être là aussi que ça bloque. Et là, c'est aussi une question du coup de formation au départ, où finalement, ils vont être formés tous sur des produits plutôt traditionnels. Les alternatives ne sont pas vraiment dans les centres de formation. Est-ce qu'une question a émergé entre-temps ? Est-ce qu'on vous inspire d'autres choses ? Toujours pas. C'est un peu tôt, peut-être encore. Dernière question, vous l'avez évoqué, Monsieur Lambollé, si la question environnementale n'a peut-être pas encore infusé chez tout le monde, la question de la santé publique, est-ce qu'elle peut être un levier ? Est-ce que vous l'utilisez aussi dans vos différentes opérations ? Disons que c'est un argument effectivement qu'on utilise, mais qui est trop lointain, en tout cas pour les industriels, même si la plupart avouent quand même qu'ils boivent l'eau du robinet. Donc c'est quand même déjà plutôt rassurant. C'est que quelque part ils se sentent un peu concernés quand même. Mais si vous voulez, on va plus jouer sur finalement, on va dire l'image de marque de l'entreprise
davantage que sur le levier santé, voilà, c'est santé publique, même, parce qu'en fait, le problème, comme on vient de l'évoquer, finalement, c'est que malgré la pollution dont je parlais au puits, qui est gérée et qui d'ailleurs est en train de disparaître, c'est vrai qu'au-delà de ça, on n'a pas de problème. Donc on est sur du prospectif pur, quoi, en fait, presque. Donc c'est super compliqué de trouver des outils ou des supports de communication qui parlent aux industriels, en fait, ou aux artisans. Ouais. Donc c'est très compliqué. Mais voilà, donc on crée des outils comme par exemple là, effectivement, l'outil cartographique. Donc, là, ça parle un peu mieux, on voit les risques, même s'ils ne sont pas encore là, on peut imaginer un peu de manière plus, on va dire, plus stratosphérique, si on peut dire, effectivement, les risques malgré tout qui sont présents, quoi. Je comprends. Ouais, un petit complément, c'est vrai que du coup, c'est une très bonne remarque sur l'aspect santé publique, alors là, lié directement à la ressource en eau, mais de manière plus globale à la santé environnementale, puisque agir sur les micropolluants, utiliser des produits de substitution, etc., pour les entreprises, mais aussi pour nous. Et donc, dans les entreprises, les salariés, les chefs d'entreprise, etc., c'est aussi peut-être limiter les impacts des produits qu'ils utilisent sur eux-mêmes et elles-mêmes. Et donc, ça, c'est important. Et c'est vrai que tous ces sujets micropolluants, en termes de politique publique, on l'a aussi lié, je ne l'ai pas évoqué, aux autres stratégies environnementales et sanitaires locales de l'Eurométropole, notamment dans le contrat local de santé, qui est en fait le plan santé environnemental de l'Eurométropole. Parce qu'un enjeu aussi, et c'est peut-être pour ça que l'eau est encore trop cachée, c'est que l'eau reste un peu trop compartimentée dans le monde de l'eau. Et alors qu'en fait, quand on reprend toutes les actions qui ont été citées là, on voit que ça touche en fait, la thématique déchets, donc les actions déchets, la thématique santé environnementale, la thématique achat, l'économie circulaire, etc. Et aussi, un des enjeux, c'est d'arriver à faire percoler justement l'eau et le sujet des micropolluants et de la pollution dans les autres plans d'action des politiques publiques globales environnementales. D'accord. D'une façon générale, lorsqu'on intervient en entreprise, lorsqu'on fait des visites en entreprise pour un état des lieux des pratiques, effectivement, on va inciter à la substitution par des produits moins dangereux. En général, on aborde ça effectivement sous l'aspect santé des personnes qui utilisent et qui appliquent, plus que sous l'aspect effluent et déchets, parce que c'est quelque chose qui va parler plus facilement à un chef d'entreprise que quelque chose, comme on disait, où l'eau, finalement, pour l'instant, n'est pas vraiment chère et il n'y a pas cette conscience-là. Donc, c'est effectivement l'aspect santé qu'on va aborder. Et on s'appuie aussi sur les études de notre centre de ressources qui ont été faites justement dans le cadre du plan santé-environnement régional. Et on a des études par sectorielles. Donc là, on peut aussi s'appuyer là-dessus. Merci beaucoup pour ces compléments peut-être. Je vous invite à poursuivre les échanges sur le salon où vous le voyez, de nombreux espaces de discussion ont été installés. C'est la fin de cette première conférence. Merci beaucoup à tous les 4 et 5. On lui transmettra pour vos interventions. Et je vous souhaite une bonne journée sur le salon Cyclo. Merci à vous également de nous avoir écoutés. On se retrouve, je ne sais pas dans combien de temps, parce qu'on a pris un peu de retard déjà, dans 20 minutes, j'imagine, pour une nouvelle conférence. Il s'agira d'une présentation sur la vulnérabilité de la région Grand Est face au changement climatique, avec des constats difficiles mais indispensables. À tout à l'heure sur le salon Cyclo et l'espace conférence. Merci beaucoup. Merci. 3, 2, 1.